La question, ça reste toujours la pertinence aussi de la page avec les attentes des internautes, quoi. Ouais, non mais c'est ça en fait. Souvent, je trouve que c'est plutôt intéressant dans la présentation qu'on veut faire à nos clients, c'est toujours leur rappeler, mais en fait c'est de bon sens. Vous savez pas ouvrir une boulangerie s'il n'y a pas de baguette, on va pas venir vous voir, c'est normal, et on va arrêter de venir vous voir. Donc Exactement. c'est plutôt logique de se dire que Google va mettre en avant quelqu'un qui propose une bonne réponse à l'intention de l'internaute. Ouais, il est très fort maintenant, Google. Il est pas mal. Voilà. Toi, merci beaucoup aujourd'hui parce que tu as Bah non, accepté merci à toi. notre invitation d'interview dès le premier coup, donc je suis contente. Ouais, carrément. Ouais. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu qui tu es, tu travailles pour quelle entreprise, etc. D'accord. Bon, bah écoute, donc je suis Mathieu Chapon, je suis l'un des fondateurs de l'agence de Search for Site. Search for Site aujourd'hui, c'est renommé en Picase depuis le 9 mai. Alors ça vient du fait qu'on a en fait en 2019 racheté une agence allemande qui était très réputée en Europe, qui est très connue, et donc à un moment donné, s'est posé le choix de rationaliser un petit peu les marques et puis d'essayer d'en construire qu'une seule. Et donc on a décidé de changer le nom, de prendre un nom qui est pas un nom très connu en France, Picase, alors et donc de bénéficier aussi quand même de l'aura de cette agence au niveau européen. Il y a Bastian Green qui est l'un des fondateurs, qui est très connu comme SEO à travers le monde. Donc très heureux aujourd'hui d'officialiser cette relation qui a déjà démarré en 2019 de notre côté, mais qui était plutôt interne. Et toi, du coup, tu fais du SEO dans tous les domaines ou que dans l'e-commerce. Et j'ai entendu que tu fais beaucoup de formations. Est-ce que tu veux en Ouais, parler un alors peu? bon, alors vraiment le SEO ça m'a plu dès le départ. Et donc, j'y ai vraiment beaucoup investi. J'ai travaillé un peu sur tous les domaines d'activité. Je suis pas forcément spécialisé en e-commerce, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une proposition d'Olivier Andrieux de créer une formation dédiée au SEO e-commerce, voilà, qui est en ligne. Vous pouvez retrouver sur le site de Format SEO. Et dedans, j'essaye d'aborder tous les sujets du e-commerce, que ce soit un site qui soit mature ou à son lancement, que ce soit un petit site e-commerce, un gros site e-commerce. Et vraiment, on aborde tous les sujets pour permettre justement très opérationnellement avec la présentation d'outils, de moyens, de méthodes pour vraiment améliorer sa visibilité sur le e-commerce. Le e-commerce, ça va être intéressant, ça va être de chercher de l'incrémental, du trafic et du business et des ventes en plus, sans forcément y investir une énorme somme. Euh, je vois encore les coûts par clic d'achat de mots-clés en e-commerce. Voilà, quand on est dans des secteurs comme l'informatique, le high-tech, plus largement, même la mode, le prêt-à-porter, tout de suite, on est sur des coûts qui sont assez importants, Mm. jusqu'à 5-6 € le mot-clé et le clic pour chaque mot-clé. Donc vraiment, le e-commerce, le SEO vient un peu à la fois équilibrer un petit peu ses dépenses, générer du coup un coût par clic beaucoup moins élevé et un ROI sans doute plus intéressant. Et puis, bah, parce que de toute façon, il y a une vraie relation aussi entre la qualité d'une page et donc quelque part le travail fait en SEO sur cette page-là et le coût par clic qu'on peut avoir en SIA. On le sait très bien, Google va analyser une page pour comprendre si elle est bien en pertinence avec le mot-clé acheté et va aussi regarder une série d'indicateurs qui vont être sur la sémantique, est-ce que ça correspond bien au mot-clé acheté? Ça va être sur le temps de chargement, est-ce que cette page est conviviale? Est-ce que ça se charge assez rapidement? Est-ce qu'elle est mobile friendly, etc., etc. Même si on n'est pas forcément convaincu, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, on payera moins cher ses campagnes en AdWords si on fait du SEO parce que justement, on a des critères qui sont en commun entre les deux leviers et ça permettra au moins de baisser l'enchère des mots-clés qu'on achète. C'est souvent quand même un des premiers leviers de trafic pour souvent des sites naissants. Pour quelqu'un qui se lance en e-commerce, qui n'a pas forcément énormément besoin, qui n'a pas beaucoup de budget et qui a besoin en tout cas de s'assurer que son business va être intéressant, va fonctionner, va être rentable. Ok, du coup, le SEO, c'est pour rendre visible un site, pour que ça soit accessible aux clients, aux internautes. Et est-ce Tout à qu'il y fait. a vraiment une différence entre le SEO pour un site e-commerce et le SEO pour d'autres types de sites comme un site vitrine, un blog, voilà. Ouais, alors bon, les règles sont quasiment les mêmes, mais la manière de travailler va être complètement différente. Peut-être qu'on attachera moins d'efforts sur le descriptif ou les contenus sur les fiches produits. C'est peut-être pas ça qui est le plus important. Alors qu'un site média, on va écrire forcément son dupliqué sans reprendre un contenu existant. Mais on est sur une approche qui est un peu différente. Un site e-commerce a principalement des pages de liste produits
et des fiches produits, peut-être des pages catégories, des pages conseils, des pages blog, etc. Mais c'est ça principalement qui fait du trafic, c'est les pages de liste. Ces pages de liste-là, il n'y a que sur un site e-commerce ou un site classified avec des annonces où on retrouve cette typologie de page. Et cette typologie de page, elle doit être traitée comme une page d'atterrissage qui doit viser des mots-clés et pas seulement des pages de navigation. Tu vois, alors que si tu as un site vitrine, bon, bah déjà, tu as une histoire de volumétrie. Un site vitrine, ça fait jamais plus de 50 pages. Mm. Un site e-commerce peut faire des millions de pages. Donc, C'est il y a une ça, ouais. notion de crawlabilité, de profondeur et de donner facilement accès au catalogue qui est hyper important. Une page qui n'est pas crawlée par Google, elle va pas se positionner. Et je dirais même plus, une page qui n'est pas crawlée dans les 48 dernières heures va avoir du mal à bien se positionner parce que Google doit s'assurer que le contenu et que la page répond toujours bien à la requête. Donc, il doit crawler assez régulièrement ce contenu pour s'assurer qu'il ne va pas présenter une 404 ou il ne va pas présenter une page où il n'y a plus de produits. Qu'en e-commerce, la notion de stock et la notion de prix, elle joue vachement sur le positionnement des pages. Moi, je vois beaucoup de clients, dès qu'ils ont des problèmes de stock, d'indisponibilité de produits ou un prix qui augmente par rapport à la concurrence, ils se dégradent en SEO. Et des fois, c'est un peu dur d'expliquer ça au client quand on lui dit, Mathieu, t'as pas une reco pour me faire remonter. Je lui dis, tu sais, une des premières choses sur quoi tu peux agir, c'est vraiment le merchandising. C'est que en ce moment, tu vas te positionner sur des mots-clés, mais tous les 4 matins, tu as un problème de stock ou tu as un prix qui est beaucoup plus élevé. Et ça fluctue énormément sur le positionnement d'un site. Et il faut le savoir parce que justement, le SEO, c'est ça qui est passionnant, c'est pas seulement des choses liées à nos 3 ou 4 piliers, le contenu, la technique, la performance, l'UX, etc. Mais c'est aussi très lié au côté un peu merchandising de la page et du produit. J'ai un Mhm. autre exemple aussi, j'ai un client qui est dans la jardinerie, qui est un gros client très connu en France. Et lui, certaines plantes, certains végétaux, ils ne le vendent pas une partie de l'année. Tu vois. Toutes les plantes à fleurs, en hiver, il va pas en vendre, il sait très bien que ça se vend pas. Et on s'écroule systématiquement dans les périodes hors saison de ces produits-là, parce que justement, il a pas les produits. Et quand tu arrives, il y a bien une page e-commerce qui existe, il y a bien une fiche produit, mais c'est marqué indisponible. Alors, on lui a fait rajouter un petit bloc permettant de pouvoir, au client de pouvoir être alerté quand le produit revient, ce qui permet en tout cas de régénérer un trafic où il a du stock. Mais à chaque fois qu'il perd son stock, la page s'écroule, alors qu'il y a d'autres acteurs qui, eux, ont un stock et vont pouvoir proposer, et eux, d'un coup, sont très très bien positionnés et ne sont pas impactés grâce à ce stock-là. Et nous, en SEO, on ne touche à rien. Il n'y a même pas une moins bonne mise en avant dans le site de ces produits-là. Simplement, il n'y a pas de stock et Google, d'une part, il peut le voir et il peut même le savoir. Parce que comme tu communiques à Google Shopping tes flux produits et que tu fournis les stocks, et quand il voit qu'il y a une page un produit qui n'a plus de stock, il le sait d'une manière ou d'une autre, avec principalement, je pense, Google Shopping, et donc il peut dégrader la visibilité de ton SEO. Mais en fait, là, tu parles de Google Shopping. Là, Google Shopping, faut payer pour avoir des annonces. Donc, comment ça, C'est il y a vrai, le ouais. lien entre le Google Shopping et le SEO? C'est quoi le lien? Pourquoi Google, en SEO, il peut voir quand même qu'un produit qui est indisponible ou le prix qui a augmenté par rapport à ses concurrents? Ouais. En fait, Google, pour explorer un site, il a plein de crawlers. Il a le crawler smartphone, le desktop, il a Ads, il a News, voilà, il a plein de sources de possibilités de pouvoir mettre à jour son index. Et donc passer avec une des techniques qui existait à l'époque, quand on voulait aider à faire crawler ces pages les plus profondes, c'est qu'on disait à notre client, mettez AdSense sur ces pages-là, ce qui oblige du coup à Google à crawler la page pour analyser le contenu de la page et de proposer des liens AdSense en correspondance avec la bonne thématique par rapport à la page où tu te situes. Et le fait de forcer, entre guillemets, en trichant un peu, en mettant de l'ads, mais pas forcément pour l'objectif de business, mais surtout pour aider Google à crawler les pages, ça permettait d'améliorer le taux de crawl de ces pages. Et donc, Shopping, pour lui, c'est un moyen aussi de connaître un peu des informations sur le stock et sur tes produits, sur les prix. D'ailleurs, quand on fournit un prix dans son flux shopping qui ne correspond pas à celui qui est présent sur la page, là aussi, il va nous alerter, il va nous retirer le produit de Google Shopping. Et donc, c'est normal, en fait, c'est du bon sens. Google, il va pas mettre en avant une page qui répond 404, qui n'a pas de contenu, ou alors qui ne peut pas se vendre. C'est quand même son intérêt, c'est de proposer à l'internaute une page qui répond aux attentes de l'internaute. La question, ça reste toujours la pertinence aussi de la page avec les attentes des internautes, quoi. Ouais, non mais c'est ça en fait. Souvent,
je trouve que c'est plutôt intéressant dans la présentation qu'on veut faire à nos clients, c'est toujours leur rappeler, mais en fait, c'est de bon sens. Vous ne savez pas ouvrir une boulangerie s'il n'y a pas de baguette, on va pas venir vous voir, c'est normal, et on va arrêter de venir vous voir. Donc, Exactement. c'est plutôt logique de se dire que Google va mettre en avant quelqu'un qui propose une bonne réponse à l'intention de l'internaute. Ouais, il est très fort maintenant, Google. Il est pas mal. Voilà. Une fois on connaît bien en fait tous les mots-clés sur lesquels le site se positionne, c'est hyper intéressant d'aller se renseigner pour savoir quel type de résultat Google propose. Alors, ce qui est génial par exemple avec Rank Explorer, c'est que vous proposez par des petits pictos quelles sont les différentes réponses proposées sur une requête donnée. Donc, on va voir s'il y a du shopping, du news, du map, des résultats naturels, de l'ADS. Et ça, c'est hyper intéressant pour comprendre l'intention attendue par Google et en réalité par l'internaute. Parfois, on discute un peu avec nos clients qui nous disent, mais je ne comprends pas, j'ai une super page qui doit se positionner sur ordinateur et elle n'arrive pas à remonter. Mais quand il y répond que par une notion transactionnelle et qu'on voit que quand on tape ordinateur, il y a potentiellement de l'actu qui remonte, il y a potentiellement de la map parce que quelqu'un va chercher un magasin, ou alors il peut y avoir des réponses naturelles un peu informationnelles, comment choisir un ordinateur, peut-être Wikipédia qui peut remonter, alors pas sur ordinateur, mais sur des marques par exemple. C'est hyper important de l'avoir, bien concevoir ça et d'avoir bien ça en tête au moment où on essaye de réfléchir à comment on se positionne sur une requête. On regarde plus maintenant seulement les liens qui sont faits d'extérieur sur des sites concurrents, la performance en mobile, le contenu présent. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est quelle est la réponse qu'on y apporte. Et j'avais fait une présentation un jour où je présentais Boulanger qui est premier sur ordinateur portable. Et ben, quand on va sur cette page-là, on n'a pas une page de liste produit, on n'a pas une fiche produit, on n'a pas un contenu. En fait, on a un peu de tout. On a une page hub. Il présente à la fois des produits, des top catégories, un petit contenu descriptif, des avis clients, bref, une page qui va répondre à une requête sur laquelle l'internaute, il n'en est pas à une étape d'acheter. Il tape ordinateur portable, il cherche à s'enseigner un peu sur les modèles, sur les avis, sur le meilleur prix, sur peut-être l'actualité. Tiens, il y a des nouveaux PC qui sortent parce que je suis un gamer et je veux trouver peut-être un PC qui s'adapte bien à mon besoin. Et donc, Google choisit Boulanger, d'abord parce que c'est une marque connue de confiance, mais aussi parce que c'est une marque qui va proposer un espace de second choix. Quoi. Voilà, ok, je veux un ordinateur portable, mais Boulanger leur répond à l'internaute en disant, ok, tu es arrivé sur ma page, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux des avis, tu veux un guide, tu veux des produits, tu veux des marques, et je te présenterai les produits adaptés. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte. J'ai un autre exemple aussi, une marque qui vend des fenêtres sur mesure et qui n'arrivait pas à remonter sur fenêtre sur mesure. Et lorsqu'on tapait du coup fenêtre PVC sur mesure, la plupart des sites qui étaient premiers présentaient des fenêtres sur mesure avec un prix en disant cette fenêtre, elle est à partir de. Donc tu as une notion transactionnelle. Et eux, ils avaient répondu ça par une notion d'explication de sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va venir chez vous, on va prendre les cotes parce que c'est hyper important. On a des usines à tel endroit pour pouvoir les construire. Et qu'il y a j'allais dire un contremaître, mais il y a quelqu'un qui viendra prendre les mesures, qui va les installer. Sur une réponse d'explication de produit et pas du tout sur l'explication, euh, enfin pas du tout sur une notion de prix. Or, Google, sur cette requête-là, positionnait beaucoup de ads, positionnait du shopping, et bref, c'était une réponse très transactionnelle qui était attendue et pas du tout informationnelle comme il pouvait répondre. Et en changeant ça, en mettant en avant la même astuce de dire à partir de et expliquant les notions de prix, etc., on a complètement explosé parce qu'ils avaient largement le potentiel, ils avaient une très grosse autorité et une popularité aussi bonne, voire meilleure que les autres, mais la réponse n'était pas bonne. Et en changeant cette réponse, ils ont explosé, ils sont remontés en première page sur cette requête-là, dans le top 3. On a un gros site de pièces détachées pour petits et gros électroménagers qui ne vendait que de la pièce détachée, avec donc des listings, des pièces détachées, etc. Et il avait complètement oublié la partie conseil. Parce que quand tu achètes un joint pour changer ton hublot de machine à laver, en fait, c'est bien d'avoir le joint, mais comment on fait pour le changer? Et donc, du coup, les internautes allaient voir sur YouTube ou sur plein d'autres sites qui proposaient la méthode, comment on fait pour le changer. Lui, on lui a fait créer énormément de contenu et je lui en remercie parce qu'il a vraiment été investi. Alors, on a créé plus de 5000 contenus autour de tutos pour expliquer comment on fait pour changer une pièce, aussi bien en vidéo qu'en contenu. Et aujourd'hui, son trafic est plus important par ce contenu-là que par son contenu e-commerce. Parce que les gens se disent, ah, ok, je vais acheter un joint, mais comment je fais pour le changer? Et bam, ils ont l'explication sur ce site-là et il y a une présentation de produit en disant, voilà,
Si vous voulez vraiment l'acheter, bah, voici le lien et ça te fait venir sur la partie e-commerce du site et puis après, tu achètes ton produit. Donc, résultat, il est aussi fort sur la partie transactionnelle des requêtes, qui sont souvent des références produits, que sur la partie comment changer un joint. Et donc, Mm. il a le meilleur des deux mondes, quoi. Tout à l'heure, tu parles d'un site e-commerce, il y a la différence qu'il y a des listings de produits, il y a des fiches de produits. Du coup, un site peut avoir genre des milliers de pages. Donc, selon toi, pour créer des contenus pour les fiches produits, il faut générer soi-même ou il faut solliciter une autre solution comme IA pour générer automatiquement des contenus. La réponse n'est pas simple parce que ça dépend déjà, dans un premier temps, de l'étape du cycle de vie de ton site. Est-ce que tu démarres ton site ou est-ce que tu as déjà pas mal d'années et tu as un peu de trésorerie? Parce que même si on peut générer ça avec une IA ou avec un générateur de contenu, bah, tout va dépendre quand même du volume. Alors, il y a des sociétés qui proposent des choses très intéressantes pour créer, on va dire, 5000 contenus pour 5000 fiches produits. Tu vas peut-être payer ça un peu moins de 1 euro les 400 mots. Donc, c'est effectivement très intéressant. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? On avait travaillé avec un gros site de revente de seconde main qui pouvait se retrouver avec 50 fois le modèle de sac à main identique, de la même marque, de la même année, de la même couleur. Et donc, du coup, bah, quand tu as 50 fiches produits qui sont quasiment les mêmes, sauf le descriptif du particulier qui va être un peu différente, bah, ça fait un peu de la duplication. Mais en même temps, ces fiches produits-là, elles n'ont pas vocation à vivre très longtemps. Une fois que le sac est vendu, la fiche, soit elle est supprimée, soit il la conserve en dessous, mais n'étant plus disponible. Mais la question, c'est est-ce que ça en vaut la chandelle? Moi, aujourd'hui, je travaille sur des sites e-commerce qui peuvent avoir une centaine de produits, qui sont des très gros sites e-commerce avec une centaine de produits. Eux, je vais leur faire des contenus hyper qualitatifs, de grande quantité, parce que chacun de ces produits-là va être très recherché. Je prends le monde de la téléphonie mobile. iPhone 13, c'est recherché presque 1 million de fois par mois. Donc là, tu vas faire l'effort. Sur un site qui allez sur un Amazon avec plus de 300 millions de produits en France, et ben eux, c'est pas cette stratégie-là forcément qu'ils ont adopté. Ce qu'ils ont adopté, c'est de se dire, bah, je vais faire remonter les avis, je vais faire remonter des questions et je vais y fournir les réponses. Les fiches produits, là aussi, je pense ils demandent aussi aux fournisseurs d'être capables de proposer un contenu un peu unique. Mais quand tu es une marketplace, c'est pas facile. Tu vas être obligé de récupérer un flux produit avec un descriptif qui va déjà être reproduit sur plein d'autres sites. Donc, on peut générer son contenu en IA. La vraie question, c'est est-ce que ça a un réel impact, sachant que les fiches produits, quand même, dans la grande majorité, sont plutôt des pages qui vont générer de la requête très longue traîne. Donc, la longue traîne, souvent, c'est des mots-clés qui sont non maîtrisables. Tu peux très bien remonter comme tout de suite redescendre si un autre acteur aura bien travaillé la requête. Google, il passe un peu moins de temps sur la longue traîne vis-à-vis de la middle et la top tail où là, il sait qu'il y a beaucoup de trafic qui est fait et il y a une forte concurrence aussi qui est faite. Donc là, c'est hyper important d'apporter une touche, en tout cas un effort particulier à la qualité du contenu. Mais l'IA aujourd'hui, par rapport à la qualité que ça fournit, c'est très bien adapté sur des pages où le contenu ne va pas être la pierre angulaire de ton SEO. Une fiche produit, elle doit remonter avec un titre, une photo, vraiment des détails sur le descriptif. Mais je veux dire, un acteur qui a recopié le contenu descriptif d'un fournisseur et celui qui a fait l'effort en IA, ça veut pas dire, alors avec la même force égale en SEO, ça veut pas dire que c'est celui qui aura un contenu unique qui va mieux remonter que l'autre. C'est pas, si tu veux, un critère si important que ça. Selon toi, ce risque-là de duplication de contenu avec des sites d'affiliation et des marketplaces, ça va influencer négativement le SEO du site. Comment ça va influencer en fait? Ouais, en fait, le SEO, c'est jamais une science exacte, on le dit souvent, mais là aussi, dans ce cas-là, du marketplace, il faut vraiment aussi avoir en tête la proportion de l'espace marketplace sur ton site. Donc la partie marketplace, alors en général, quand même, tu achètes sur le site e-commerce des produits qui sont pas forcément dont tu ne vends pas, donc c'est d'autres marchands qui vendent. Donc là aujourd'hui, tu restes dans le même espace, dans le même site, dans ton tunnel d'achat. Mais c'est hyper important d'avoir une bonne maîtrise de la quantité de tes propres produits versus les produits de la marketplace. Alors, une fois dit ça, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de sites très réputés, La Redoute, Boulanger, Cdiscount, qui proposent une quantité assez importante de produits venant de marketplace et qui aujourd'hui n'en sont pas impactés. Mais
Le problème, c'est que ces sites-là sont un peu dans la whitelist de Google comme des sites d'autorité et sur lesquels il peut quelque part un peu les excuser sur la présence de contenu dupliqué, la présence d'avoir des liens peut-être un peu suroptimisés. Il y a une certaine protection de par leur autorité qu'ils peuvent avoir et la légitimité qu'a ces sites-là au regard de Google. Moi, ce que je recommanderais pour un site, on va dire, moyen, pas forcément très connu, mais pas non plus débutant, c'est d'avoir une partie de sa marketplace ouverte, qui propose des produits, qui reprend potentiellement des contenus venant d'ailleurs, mais d'essayer d'en limiter la quantité par rapport à ses propres produits et à ses propres pages, pour vraiment limiter peut-être un peu la casse, parce que Google, il y a toujours souvent une histoire de seuil. Quand je dépasse un seuil, c'est là que la pénalité tombe, c'est là que je baisse dans les résultats. Voilà. Quand j'ai des fiches produits avec peu de contenu, bah, on voit que quand je rajoute un certain nombre de mots-clés, c'est là que la page va mieux réagir et va commencer à remonter. Mhm. Quand j'accentue des liens sur une encre optimisée, ça fait un peu suroptimisation, hop, à un moment donné, je passe un seuil et c'est là que je m'écroule dans le résultat. Alors, un des biais qu'on peut aussi avoir, c'est de se dire, je rajoute une marketplace, mais je la mets pas aussi bien en avant et en valeur que mes propres produits. Bah là, s'ils sont pas aussi bien mis en avant, ça veut dire que d'un point de vue maillage, ils sont peut-être plus dans la profondeur du site. Et parfois, on va se dire, bah, en fait, la marketplace, ça marche pas très bien en SEO. Oui, mais attends, tu as mis aussi ces produits très profonds dans l'arborescence. C'est aussi pour ça que ça ne fonctionne pas beaucoup. Voilà. Donc, il y a plein de cas. Le SEO, c'est jamais un truc qui rentre dans des boîtes. C'est toujours le rond qui rentre dans le carré. Il y a toujours un truc qui peut expliquer que ça rentre pas, qui est pas forcément une raison, de premier abord de ça ne fonctionne pas. Non, il y a des explications aussi qui peuvent dire si ça fonctionne ou ça fonctionne pas à cause de la marketplace en tant que telle ou parce qu'elle n'est pas bien valorisée au sein d'un site. Et du coup, ok. Du coup, parlant des recettes, du coup, t'as parlé déjà des sites qui commencent et des sites qui sont déjà bien établis sur le marché. Du coup, est-ce que les recettes, il y a quand même d'autres choses qui sont vraiment les mêmes ou différentes entre ces deux types de sites, des petits sites Ouais, et des gros sites? je dirais même que les métiers sont différents. Je dirais un SEO Hum, qui bosse sur de, euh, des sites à faible taille ou naissants vont pas avoir du tout la même stratégie qu'un site e-commerce, d'un site à grosse volumétrie. En fait, la grosse volumétrie, ça t'offre un vrai levier. C'est-à-dire qu'il y a un PageRank interne qui va être beaucoup plus puissant et tu vas pouvoir travailler beaucoup sur le maillage et tu vas avoir des enjeux aussi de, comment dire, de laisser Google, essayer de forcer Google à crawler le plus de pages utiles sur ton site. C'est Google à crawler le plus de pages utiles sur ton site. Quand tu as un site de 100, 200, 300 pages, t'es pas tellement dans une stratégie d'avoir la possibilité enfin, l'objectif d'absolument faire crawler l'intégralité de ton site. Par contre, ben, tu vas devoir peut-être travailler d'autres choses. Sur 300 pages, tu peux vraiment travailler la qualité de tes contenus. Donc déjà, il y a une réelle différence par rapport à ça. Et dans tes objectifs, ce que je disais, c'est que quand tu as, quand tu as 50 produits à vendre et quand tu en as 50 000, tu vas pas du tout travailler les choses de la même manière. Et vraiment, voilà, sur le gros site, tu vas avoir des effets de levier assez importants et puis tu vas avoir besoin de faire crawler bien ton site par Google. Sur les sites à petite taille, tu vas surtout travailler le maillage externe, tu vas essayer de récupérer des liens pour booster le pot de page que tu as, mais ce sont des pages hyper cruciales et importantes pour hum, toi. Souvent, l'erreur qu'on rencontre, alors la notion d'intention, elle est importante. Tu réponds pas avec la bonne intention, tu peux pas remonter. Je reprends celui qui me vendait des fenêtres sur mesure. Il vendait sur la requête fenêtre sur mesure, fenêtre PVC sur mesure. Si tu proposes pas du prix, un peu de transactionnel et que de l'informationnel, ça marche pas. Sur le e-commerce, principalement, les premiers problèmes qu'on a, c'est la partie facette, la partie filtre qu'on a en colonne de gauche sur nos pages de listing. Soit tu le travailles, et si tu le travailles mal, Google va s'engouffrer, va générer des combinaisons d'URL qui font qu'à un moment donné, il va se retrouver avec des URL avec 15 filtres, il y a 5 marques différentes, 5 tailles différentes, 5 notions de prix, donc ça va créer des URL à rallonge qui ne veulent rien dire et qui correspondent même pas à une requête d'internaute. Donc ça, c'est quand tu ne maîtrises pas tes facettes. Et l'autre point, c'est quand tu ne veux pas les ouvrir parce que tu as peur. Soit tu as peur ou soit tu as un freinage technique qui t'empêche d'ouvrir ces facettes-là. Or, je me rappelle moi d'un site dans les chaussures, qui vendait des chaussures, qui avait donc des pages par marque, des pages par type, chaussures hommes, femmes, pour enfants, et puis après il avait des pages de chaussures, hum, des modèles bien précis. Sauf que je lui disais, tu vois avec ton site aujourd'hui, tu ne peux pas remonter sur basket bleu ou basket en cuir.
tu ne peux pas remonter dessus. Tu n'as pas de page. Il me dit, ouais, mais mes pages produits peuvent remonter dessus. Je dis, mais basket bleu, tu en as combien de modèles? Tu en as 50. Je dis, laquelle Google va choisir? Tu peux pas. Donc, tu vas être obligé de soit de passer par la création d'une nouvelle sous-catégorie, mais bon, des baskets, tu en as de toutes sortes, quoi. Par taille, par couleur, par forme, par marque, par style, Par matière. par sport, par le sport aussi. Donc, vraiment, tu en as plein de sortes. C'est Donc, tu vas vrai. être obligé d'exploiter tes facettes pour pouvoir le faire. Et là, ouvrir les facettes, c'est pas du tout un sujet simple. C'est souvent un sujet très épineux. Ça demande d'avoir des compétences techniques. Il faut que ces équipes techniques soient assez à l'aise parce que tu as des combinaisons que tu dois ouvrir, d'autres que tu dois fermer. Ça, c'est vraiment toujours un peu, voilà, quand on commence à aborder ce sujet-là, le dev se tire les cheveux, le client, il a espoir de se dire, mais je vais créer plein de nouvelles pages, c'est super, qui vont répondre à plein de requêtes, mais en même temps, c'est pas simple à mettre en place. Alors, les autres erreurs, bah, c'est la technologie aussi qu'on peut employer, tu vois. Il y a un des sujets qui fait jamais trop plaisir à des équipes techniques ou à des agences de dev qui proposent la solution, mais toutes les solutions tous les CMS et les frameworks JavaScript, bah mon Dieu que c'est pas simple quoi. C'est vraiment pas simple de mettre ça en place. Et quand un site e-commerçant décide de refondre son site, il était sur un Magento, il était sur une techno un peu maison en PHP et tout ça, et qui décide. Souvent les développeurs ou les équipes techniques vont dire ouais, il y a un framework, il y a React.js, c'est génial pour SEO, il y a Angular, Angular ça a été racheté par Google, c'est forcément bien en SEO. Voilà, souvent c'est compliqué parce que c'est vraiment pas simple de bien travailler avec un framework, même si tu fournis une version HTML en SSR, même si ces solutions-là proposent des choses par défaut. Mais voilà, toujours pareil. Parfois, on me dit, c'est quoi, Mathieu, la meilleure techno pour lancer un site? Franchement, c'est pas la meilleure techno. Il n'y a pas une techno qui est mieux que l'autre. C'est surtout dans laquelle vous allez être à l'aise et vous allez être capable de faire ce que vous voudrez avec. Parce que parfois, il y a des technos, c'est très cher de pouvoir modifier la structure un peu de base. Et d'ailleurs, quand on modifie le côté natif d'un CMS, au moment de sa mise à jour, on peut plus faire la mise à jour parce qu'il est devenu tellement personnalisé le site que ça devient compliqué, il faut repartir dans le développement, etc. Donc la réponse à cette question, c'est toujours, c'est le CMS dans lequel vous êtes le plus à l'aise. C'est vraiment lequel vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez faire avec un coût maîtrisé et avec une bonne efficacité. Mais voilà, un des points en e-commerce, c'est que framework JavaScript, allez-y vraiment doucement. C'est pas forcément la meilleure des solutions, même si elle est très poussée souvent par les équipes techniques. Et on leur donne raison. Hein, c'est la mise à jour, la maintenance, etc. Ça offre plein de possibilités. C'est assez agile comme solution. Mais en SEO, on se serre encore un peu les dents quand on arrive ce genre de projet à arriver. Ok. Bon, bah, c'est très bien. Et pour finir, est-ce que tu as des prévisions sur le marché du SEO dans l'e-commerce, en termes de technologie, en termes de tendance ou des algorithmes de Google, etc. Bon, écoute, en termes de prévision, je veux pas aller trop loin dans le futur. C'est pas simple de déterminer réellement comment demain va se passer l'expérience e-commerce. Mais il y a peut-être, il y a vraiment le côté un peu virtuel. Tu vois, aujourd'hui, il y a peut-être, et c'est certainement un peu la crainte de Google, c'est que aujourd'hui, bon, bah, ok, on peut acheter chez Google, on peut passer par Google pour trouver un produit, mais ils ont très peur d'Amazon parce que plus de 50% des requêtes produits se passent chez Amazon. Mais là, tu vois, avec la métaverse, avec tous ces nouveaux espaces. Sur Instagram, il y a des boutiques qui s'ouvrent. Sur Pinterest, tu peux acheter aussi sur un Pinterest. Tu peux acheter partout. Donc aujourd'hui, le e-commerce, le SEO, c'est important. Le SEO, pas seulement chez Google, mais aussi sur les autres plateformes. Le SEO sur Amazon, on n'en a pas parlé, mais il y a une vraie stratégie à bien travailler sa boutique, ses fiches produits pour remonter dans les pages de résultats d'Amazon. Et ça, bah, tu peux le multiplier avec tous les espaces des réseaux sociaux qui se créent. Là-dessus, à chaque fois, il y a un peu une stratégie SEO un peu adaptée à ce site-là. Alors, donc du coup, ce qu'il faut surveiller, à mon avis, c'est à la fois les autres canaux d'acquisition, comment être bien positionné. Nous, on a, avec un client sur Pinterest, il explose parce qu'il est dans des produits très inspirationnels. C'est des produits que tu mets dans ta maison, de la décoration. Donc voilà, il y a certains secteurs d'activité, il faut vraiment s'y intéresser parce que c'est un vrai canal d'acquisition aussi. Donc, je pense que le futur va dépendre de qu'est-ce qui va demain nous être offert.
Tu as aussi Google Lens. Tu prends n'importe quoi en photo et tu demandes à Google Lens de te dire où est-ce que tu peux l'acheter. Tu as une copine qui a un pantalon, paf, tu le prends en photo et Google peut réussir à trouver quelle est la marque du pantalon et où est-ce que tu peux l'acheter et à quel prix tu peux l'acheter. Donc tu C'est peux prendre en énorme photo des ça. monuments, ça existait auparavant. Tu vas prendre en photo la Tour Eiffel, il va dire c'est la Tour Eiffel. Mais tu peux prendre en photo n'importe quel produit. Tu es dans un vendeur de meubles, tu prends en photo le meuble, il va te dire bah, il y a le même meuble dans un autre site qui le vend moins cher, qui le vend plus cher. Voilà. Tu as aussi des e-commerçants, mais ça c'est pas le futur, mais tu as des e-commerçants maintenant qui te proposent même de positionner le produit virtuellement dans ta maison. Tu le mets sur ton téléphone et hop, tu vas le positionner. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont offertes pour des gros sites e-commerçants, mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut quand même s'y attentionner et y passer du temps pour s'y préparer et vraiment être capable d'y répondre. Le e-commerce et toute activité sur le web, ce qui joue vachement, c'est quand même de se tenir au courant des évolutions pour être le premier à être sur ce vertical-là et de pouvoir profiter le temps que les autres se réveillent. Et quand on a un e-commerçant un peu agile, pas très gros, ben, on a la possibilité de tester plein de choses, d'être assez réactif. Alors que quand parfois on a des gros sites e-commerçants, le paquebot est plus dur à tourner, tu vois. Il y a plus de latence pour pouvoir changer de pied et peut-être s'orienter vers d'autres produits. Mais moi, je crois vraiment que voilà, l'expérience va être encore plus, à quelque part, un peu intrusive parce qu'on va beaucoup plus être capable de choisir un produit, de mettre un produit dans un espace. Demain, avec je vois les Google Glass qu'avait lancé Google, ça va être un sujet qui va revenir. On va se retrouver à pouvoir avoir des informations qui vont arriver sur une lunette et pouvoir se rendre compte que, bah tiens, je me promène dans la rue, tel magasin fait 50% de promotion, ça va afficher sur la lunette. On est dans un Minority Report qui a voulu lancer Google il y a une dizaine d'années, qui n'a pas réellement pris. Ouais. Mais voilà, le e-commerce, c'est ça, c'est qu'il faut être présent partout. Et aujourd'hui, on a des plateformes, si on revient un peu sur Shopify, mais sur Shopify, tu télécharges un module et hop, tu as mis en ligne tes produits sur Shopping par un clic, tu as mis en ligne tes produits sur Amazon, tu as mis en ligne sur TikTok. Voilà, faut être hyper agile, réagir très vite. Et peut-être que le conseil qu'on peut donner, c'est que tout e-commerçant qui a une grosse machinerie, un gros site un peu historique, qui embarque plein de développements qui ont été faits par tous les anciennes équipes IT sur le site, bah attention parce que ça offre pas forcément beaucoup d'agilité et ce second souffle que parfois ont besoin certains e-commerçants en se disant comment je fais pour passer à un certain niveau de chiffre d'affaires, bah, la refonte est parfois obligatoire pour pouvoir après avoir quelque chose de plus agile et être capable d'être adapté sur des devices différents, des canaux différents. Le drive to store, le Covid a vachement amené cette relation entre le stock que j'ai en ligne et le stock que j'ai en boutique. Et si tu ne le maîtrises pas, bah, tu perds en agilité. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de gagner en agilité pour être capable de réagir vite et d'être présent sur un maximum de canaux d'acquisition. Ok, c'était super, super, super et très enrichissant. Bon, Et ben merci. merci beaucoup à toi, Merci Mathieu. à toi, ouais. Merci pour être là aujourd'hui.